Attendez, excusez-moi, je suis en train de procéder à l'enregistrement. Voilà. Je suis heureux en tant que président de l'association XMP Entrepreneurs de vous accueillir tous à notre 5e réunion générale de l'année scolaire 2020-2021. D'ores et déjà, je vous remercie pour votre présence nombreuse à nos côtés. Cette réunion est animée par le club des développeurs de XMP Entrepreneurs. C'est l'occasion de vous parler un tout petit peu de notre association. Et je vous rappelle que XMP Entrepreneur est une association qui est une émanation des associations des anciens élèves de l'X, des mines et des ponts, et qu'à ce titre, elle accueille en tout premier lieu les anciens de ces écoles-là, et puis par extension, toutes les âmes de bonne volonté qui, de près, de loin, se disent concernées par le thème de l'entrepreneuriat et qui, voyant de la lumière au sein de notre association, ont décidé d'y entrer. Toujours au titre de ces rappels, donc je vous rappelle que notre association fonctionne avec 3 activités consacrées à 3 cercles de personnes différentes. Un club de créateurs au service de ceux qui veulent créer, un club de repreneurs au service de ceux qui veulent reprendre, et enfin un club des développeurs au service de ceux qui veulent développer l'entreprise qu'ils ont en général soit créée, soit reprise. Alors, pour vous permettre de mémoriser un tout petit peu nos visages et dans la mesure de ce que l'on peut faire avec la visioconférence et pas seulement mon visage à moi, je vais inviter chacun de nos animateurs, dans la mesure où ils sont présents, simplement à faire un bonjour de la main et de la voix, de façon à ce que la caméra se mette sur eux lorsqu'on va leur adresser la parole, de façon à ce qu'ils puissent se présenter. Donc, pour ce qui concerne les animateurs du club des développeurs, puisque ce sont eux qui animent la réunion de ce soir, je vais inviter simplement Claude Chabrol à… Voilà, c'est moi. Merci Claude. Je vais inviter maintenant Philippe Roche, s'il est présent, à se signaler. Je ne sais pas si Philippe Roche est présent, je n'ai pas vu, donc ce n'est pas grave. Claude Chabrol et Philippe Roche animent chez nous le club des développeurs. Voilà, mon micro était coupé. Voilà, je précise que j'ai coupé autant que faire se peut les micros de tout le monde. Je vous invite, lorsque vous prenez la parole, à réactiver votre micro le temps de cette prise de parole et à vous remettre en mute. Ensuite, je vous en remercie. C'était donc les animateurs de notre club des développeurs. Je vais inviter maintenant les animateurs de notre club des repreneurs à se présenter. Antoine Borelli, es-tu là? Je ne vois pas, oui, Antoine. Oui, je suis là. Oui. J'avais coupé la vidéo. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, merci Antoine. Je passe la parole à, j'ai vu Michel Dangui, si tu peux te signaler. Bonjour à tous. Voilà, Michel, également animateur du Club des Repreneurs. Je passe la parole à Michel Fayet, s'il est là. Bonsoir. Merci, Michel. Et je passe la parole à Philippe Princet, s'il est là. Je ne vois pas Philippe. Je pense qu'il est là, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Donc voilà, 4 animateurs pour notre club des repreneurs. Et je passe la parole maintenant à Didier Launay du club des créateurs. Didier, es-tu là? Il avait prévu d'être là, Didier. Je passe la parole à Philippe Roche, que nous avons déjà vu et qui est également animateur du club des créateurs. Voilà. Toujours là. 2 animateurs du club des créateurs, et j'entends dire qu'un 3e animateur, Raphaël de Toury, nous rejoint. Et Raphaël, je crois que tu es dans la salle, c'est ce qu'on m'a dit. Si tu peux te signaler. Bonsoir à tous, heureux d'être présent. Voilà, sauf que je ne te vois pas sur la caméra, mais ce n'est pas grave. Je vois encore Philippe Roche en face de moi. Merci à toi. Donc 3 animateurs pour le club des créateurs. Donc comme vous l'avez constaté, ça nous fait une dizaine d'animateurs pour animer nos 3 clubs, repreneurs, créateurs, développeurs, qui sont les piliers de l'association. Et que faisons-nous au sein de XMP Entrepreneurs? Toujours au titre de la présentation succincte de nos activités, nous organisons des soirées thématiques comme la soirée de ce soir, et chaque année nous en organisons 6, et donc elles sont tour à tour, 2 d'entre elles proposées par les créateurs, 2 d'entre elles par les repreneurs, 2 d'entre elles par les développeurs. Nous organisons aussi quelques soirées en partenariat avec d'autres grandes écoles membres de G2E, Grandes Écoles Entrepreneurs. Nous proposons de l'accompagnement individuel ou de l'accompagnement en groupe. En groupe, c'est à travers les réunions des clubs, qui sont des réunions mensuelles. En individuel,
C'est en one-to-one, donc avec un accompagnateur. Nous proposons du coaching, de l'accompagnement. Nous proposons également des formations qui vous sont annoncées régulièrement sur le site et en général, c'est la rentrée scolaire qui lance le coup de nouvelles formations. Et là, des formations sont d'ores et déjà prévues même pour la fin de cette année scolaire-là, sous réserve du déconfinement et de la possibilité de réunir des élèves dans une salle. Voilà donc ce que notre association propose à ses membres. Quelques mots maintenant rapides sur le déroulement de cette soirée en vidéoconférence. Nous sommes tous devenus des experts plus ou moins de Zoom et je vous remercie pour votre bonne utilisation de Zoom, en particulier de vous positionner en mute lorsque vous le pouvez, ne démutez que si vous utilisez le micro. Soyez sympa. Si vous avez des questions à poser, peut-être plutôt que de couper la parole des intervenants, posez-les avec l'outil conversationnel qui est en bas, dans la barre du bas, en utilisant converser et avec à tout le monde. Les intervenants verront vos questions, les saisiront au fil de l'eau. Si tel n'était pas le cas, nous les aiderons, Claude Chabrol ou moi-même, à saisir les questions et à les leur poser. Ça, c'est pour la bonne fluidité de notre soirée. Et ainsi, je pense que tout se passera bien. Voilà, la réunion de ce soir, je n'en dis pas plus. Je vais passer la parole à Claude Chabrol qui va introduire le thème ainsi que les intervenants de la soirée. Merci Frédéric. Le thème de cette soirée est orienté vers le développement des entreprises et avec deux activités de développement importantes qui sont d'un côté le développement commercial et de l'autre côté le développement des activités de fonction support dans les entreprises. Nous aurons successivement deux présentations, l'une faite par d'un côté Lucas Vera et Thomas qui sont les dirigeants d'une société qui s'appelle Concept, qui est une activité dans le domaine du web marketing. Et ils vont nous introduire à cette activité-là. Pour ceux qui sommes nuls comme nous, on sera très heureux de comprendre quels sont les enjeux. Et ensuite, Frédéric Texier prendra la parole pour nous présenter l'activité de fonction support à temps partiel dans une phase où les entreprises sont encore de petite taille, n'ont pas encore la possibilité d'embaucher des fonctions support à temps plein et sont malgré tout demanderesses d'avoir ces fonctions support exercées à l'intérieur de leur entreprise. Voilà l'ensemble de ce qui va se passer ce soir et je vous propose que nous passions la parole tout de suite à nos deux impétrants. Oui, excuse-moi. Excusez-moi, j'ai deux engagements que je dois absolument révéler dès maintenant. Le premier, j'ai pris la liberté d'enregistrer cette session comme nous le faisons pour toutes nos soirées, donc, afin que tout l'auditoire soit prévenu. Les intervenants nous ont déjà donné leur accord et j'espère que vous l'êtes tous. Et sinon, il faut que vous soyez prévenus pour que vous puissiez quitter la séance. Elles sont ensuite mises sur notre petite chaîne vidéo YouTube de XMP Entrepreneur. La deuxième chose que je souhaitais partager avec vous tous, c'est que nous nous engageons pour une fin de réunion à 19h30. Et dans la pratique, nous avons toujours réussi à tenir cet horaire à 5, maximum 7 minutes près. Voilà. Voilà, donc Thomas et Lucas, à vous la parole et à vous de nous instruire. Le micro. Merci Claude. Avant tout, je me présente, je m'appelle Lucas, voici Thomas, mon associé et mon ami surtout. On se connaît depuis 20 ans, on est tous les deux ingénieurs, Thomas de l'école des ponts et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à Station F où on a retrouvé Claude qui lui nous aide avec du mentoring ou du coaching sur le programme des ponts et chaussées à Station F où je me retrouve et c'est pour ça que vous allez voir ici Station F. Et vous allez me voir avec un masque. J'en suis désolé, j'aimerais ne pas l'avoir, mais si je ne l'ai pas, potentiellement, il y aura un pompier qui me sortira en pleine réunion. Ah, ce sera un peu endommageant pour la présentation. Donc, d'ici plus, j'aurai mon masque et j'en suis désolé.
Donc, je vais commencer par partager mon écran. Voilà. S'il vous plaît, confirmez-moi que mon écran est bien accessible et visible. Très bien. C'est bien. Si on te confirme, Lucas. Parfait. D'ailleurs, je profite le petit moment, le petit trou de silence pour me présenter aussi. Donc, c'est Thomas Mulder ici, associé de Lucas. Bon, Lucas vous a raconté un petit peu d'où on vient. On est tous les deux ingénieurs. Je pense un peu comme vous tous, vu que qu'on est à la base un ensemble d'anciens X ponts et mines. Moi, particulièrement, c'est les ponts et chaussées. Donc, et ensuite, mon parcours professionnel m'a amené vers le digital en premier, avant que le marketing. Mais bien évidemment, et c'est une des raisons pour lesquelles on présente aujourd'hui, le marketing digital, c'est un des incontournables du métier du digital en général, de tout ce qui est en lien avec la création de produits digitaux, qui sont soit des sites internet, soit des applications mobiles, soit d'autres produits dont vous avez l'habitude de consommer tous les jours. Et on va vous présenter très, très rapidement, en 30 secondes, ce qu'on fait nous, mais surtout, on va vous présenter notre vision très instructive du marketing digital en tant qu'introduction à ce métier, pour qu'on puisse discuter et qu'aussi on échange sur les doutes, sur les points. On a fait le pari que vous avez probablement entendu parler dans votre vie professionnelle de plein de petites notions que les gens répètent de manière assez fréquente sur le marketing, et ça peut être parfois un peu obscur, un peu difficile à cerner si on ne connaît pas un peu la vision générale, ou si on n'est pas dans ce métier. Le problème, ou en tout cas, ce n'est pas nécessairement un problème, mais le sujet qui nous concerne, c'est que les métiers du digital transpercent toute limite de type d'activité aujourd'hui. Et donc, la plupart des entrepreneurs que vous êtes et qu'on est aussi nous, sommes nous confrontés tous à ces besoins un peu être à jour et avoir une idée de ces pratiques, parce que ça commence à avoir un impact sur nos activités à nous, même si ce n'est pas notre cœur de métier. Dans le cas de Lucas et moi, ça se trouve que oui, mais on est aussi confronté à ça, aussi en tant qu'entrepreneur comme vous. Donc, on est aussi une toute petite entreprise et on est content de l'être aussi. Donc, vas-y, Lucas. Donc, très rapidement, je prends juste 30 secondes pour présenter Concept. Concept, c'est une société qui fait de l'innovation par le digital et qui fait, en tout cas, notre but principal, c'est d'aider des entreprises de taille moyenne, donc des PME, à innover, mais le faire aussi d'une manière assez pratique et d'une manière assez, on va dire, orientée vers les résultats, à travers des outils digitaux que nous sommes convaincus qu'en 2021 sont à disposition de la plupart des entrepreneurs et la plupart des PME. On croit que ce n'était pas le cas au démarrage de la transformation digitale il y a 5-10 ans, mais aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a tellement d'outils sur le marché, il y a tellement d'options, tellement de choses à faire que c'est dommage que les petites et moyennes entreprises ratent ce train de la transformation digitale, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent le faire avec, par le biais de l'économie d'échelle des très grandes entreprises et plein de solutions qui existent aujourd'hui, où on n'a pas besoin de connaître et d'être un technicien ou un développeur pour le faire de manière plus simple, pour pouvoir mettre en place des vraies choses autour de la digitalisation, de l'automatisation. Ça se trouve qu'une des grandes problématiques qu'on adresse, c'est aussi le marketing, parce que la problématique de vendre nous concerne tous. Donc, c'est ce qu'on fait. On propose des méthodes assez claires. On essaye de descendre à un niveau plus condensé, des méthodes qui viennent du conseil dans le digital, de la réalisation de produits digitaux plutôt rapides et de la mise en place des solutions plutôt sur mesure. Donc, ça, c'est la petite présentation Concept. On passe et on rentre dans le sujet du jour. Juste pour les curieux, Concept est volontairement écrit sans E parce qu'on a trouvé que c'était plus conceptuel comme ça.
Voilà, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est vraiment comme ça. Mais c'est à la fois, on nous fait beaucoup de commentaires, mais à la fois les gens le retiennent à cause de cette petite faute ou qui n'en est pas une. Et donc, au final, on fait un peu de marketing avec ça. OK, donc aujourd'hui, on a structuré, on a une demi-heure, donc on va faire très simple et une partie de la réunion va être aussi animée par les questions que vous aurez et par l'échange qu'on pourra avoir ensemble. Donc, on a décidé de le structurer de manière hyper simple. On a préparé une micro-introduction un peu théorique du métier du marketing digital. Donc, et quelles sont les grandes fonctions ou les grands outils qui sont à disposition des personnes qui font du marketing digital. Et ensuite, on va parler d'un certain nombre d'outils du marché qui vont vous permettre peut-être plus tard de vous orienter vers des solutions ou approcher un produit ou aller vous chercher un peu plus d'informations sur des sujets qui vous intéressent. Certes, on a imaginé une deuxième phase où on va discuter, mais si vous préférez interrompre en cours de route, je ne sais pas si ça va contre les règles de fonctionnement de la réunion. Si vous préférez interrompre en cours de route, nous, personnellement, ça ne nous dérange pas. Si après, vous le faites à travers le chat, on lira les questions au fur et à mesure. Frédéric ou Claude, je vous laisse nous faire un signe si vous avez besoin d'interrompre ou quelque chose. Donc, Lucas, on est d'accord? Moi, je fais les 3 premiers à partir de l'approche théorique, non? C'est ça? Exactement. OK, très bien. Donc, la première chose hyper importante à retenir sur le marketing digital, c'est qu'il y a une notion très, très, très importante de entonnoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette notion d'entonnoir? En fait, il faut partir du principe que le métier du marketing digital se base sur faire avancer le client dans son cycle de vie, dans son élan vers un potentiel achat ou transaction autour de l'entreprise. Et pour cela, il va faire des actions qui vont lui permettre d'attirer des gens, leur permettre de créer un intérêt autour de son produit, leur permettre de prendre des décisions autour de l'achat d'un produit ou d'un service et le faire vraiment. Certes, si on ne parle que de concepts aussi larges, on n'a pas besoin de se limiter au digital pour parler de ce type de marketing, mais c'était le but de ce slide, c'était vous dire, en fait, le marketing digital n'est pas complètement différent du marketing ou de l'approche commerciale que vous avez déjà plus ou moins en tête quand vous envisagez adresser une population. Et de cette population, bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir toucher toute cette population. Vous allez pouvoir toucher uniquement ceux qui ont passé par les étapes de s'intéresser, de prendre la décision à vous acheter un produit ou un service, et ensuite qui l'ont vraiment fait. Et à chaque étape de ces entonnoirs, et c'est pour ça qu'on parle d'entonnoir, vous allez perdre des gens. On est tous ingénieurs ici, donc il y a une notion de perte en ligne qui vous parle, probablement. Et ça, c'est une notion hyper fondamentale dans le marketing digital. Vous allez adresser, c'est un peu comme aller à la pêche. Vous allez essayer d'aller chercher et vous n'allez pas prendre tout. Et c'est un peu la base du métier. Et ce qui est important peut-être, c'est ce qu'on a fait, en tout cas nous aujourd'hui, c'est essayer de retraduire cette approche d'entonnoir sur des vrais, de ce que ça veut dire vraiment dans le métier, là oui, du digital, pour que ce soit clair et facile. Bien évidemment, et c'est hyper important, et c'est pour ça qu'on a mis une petite flèche dans la slide à droite. Moi, personnellement, je vois un bandeau de petites caméras dans la partie droite de l'écran, donc je ne vois pas toute l'intégralité de le slide. Si c'est le cas, vous pouvez le réduire. Vous avez 2 flèches qui se mordent la queue. Ce qu'on a voulu dire par là, c'est que ce tunnel, bien évidemment, n'est pas applicable pour un seul événement. Toute l'idée du marketing, c'est aussi aller faire re-rentrer les mêmes personnes qui ont passé par ce tunnel à nouveau dans ce tunnel pour
augmenter le bénéfice, pour leur faire pour leur faire acheter un service ou pour vendre notre produit. Donc, l'idée, c'est que ce n'est pas étanche, bien évidemment. On passe par le tunnel et si on peut le refaire passer par le tunnel, bah, tant mieux. Donc, vous allez pouvoir assez vite voir la comparaison entre le métier digital et la vraie vie, même d'un commerce de proximité, que c'est un exemple qui parle beaucoup et c'est une analogie assez simple. Il y a le passage. Vous avez un commerce de proximité, il y a le passage, il y a le fait comment vous faites pour attirer l'attention. Ensuite, une fois qu'on est devant votre vitrine, comment vous faites pour intéresser les gens et qu'ils aient envie d'entrer. Une fois qu'ils sont dedans, leur pousser à prendre une décision et ensuite pouvoir leur vendre quelque chose. Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire ça? De quoi s'agit vraiment dans le métier digital? Donc, on a fait un slide pour expliquer ça de manière plus claire. Lucas, quand tu peux le passer, tu le passes. Donc, d'un point de vue du digital, la partie qu'on a appelée de manière conceptuelle « attention », c'est notamment faire en sorte de générer du trafic vers mon produit ou mon service. Soit parce que j'ai un site web qui est complètement plutôt informatif et qui permet de présenter mon activité, soit parce que j'ai envie de faire aux gens télécharger une application mobile qui est à la fois mon produit et un peu le cœur de métier de mon entreprise, soit parce que j'ai envie, parce que je suis une entreprise qui fait du commerce en ligne et j'ai besoin de les faire attirer vers mon commerce en ligne. Dans tous les cas, c'est des notions hyper larges. Il y a une notion de générer du trafic vers moi qui est importante. Donc, quand on parle d'attention, on parle surtout de générer du trafic vers le produit digital. Ensuite, il y a une deuxième étape, je l'ai décrit tout à l'heure, c'est une fois que j'ai l'attention de quelqu'un, bah, il faut que je l'intéresse. Et donc, ça, c'est plutôt une fois qu'il est déjà chez moi, soit dans mon site qui présente mon activité, soit dans mon e-commerce, soit dans mon application mobile, comment je l'intéresse à mon produit. Ensuite, il va y avoir une étape plus décisionnelle où je vais faire en sorte, où je vais avoir des outils à disposition qui vont me permettre de faire pencher le client ou lui donner les arguments ou les éléments pour qu'il puisse vraiment prendre une décision. Et prendre une décision, c'est ensuite agir, non? Bien évidemment, la décision d'agir. Et pour cela, je vais avoir des outils aussi, des outils à disposition. En fait, je vais travailler ma présence. Là, je pense que Frédéric peut-être parle. Non, ok. Bon, non? Vous m'entendez toujours bien? Frédéric, vous étiez en train de parler peut-être avec le micro ou pas du tout? Okay. Moi, Thomas, je t'entends parfaitement. Hein. Ok, bon, moi je continue. Hein. Je vois juste des voix, des bouches qui bougent. Donc, on était à la décision. Et pour cela, je vais avoir un certain nombre d'outils qui vont me permettre d'un point de vue, en tout cas dans le métier de digital, et l'exemple le plus basique, c'est comment j'organise ou j'agence mon site web pour permettre ces décisions. Et ensuite, il va y avoir un temps où je vais, ce qu'on appelle communément dans le marketing digital, convertir. Qu'est-ce que c'est convertir? C'est réussir à faire que le client fasse l'action que je recherche qu'il fasse. Dans un certain nombre de cas, ça va être acheter quelque chose directement en ligne. Dans d'autres cas, ça va être rentrer en contact. Dans d'autres cas, ça va être s'abonner à un service. Je ne sais pas, mais il y a une action derrière. Et bien évidemment, de manière transverse à tout ça, il y a un suivi, il y a un pilotage de mon activité qui est la base de toute activité. J'ai envie de la mesurer, de la suivre et de l'optimiser. Donc, ça, c'est concrètement de quoi on parle. Et ensuite, on a mis un slide assez étouffé où on va, et Lucas, si tu peux le passer, s'il te plaît, où je vais associer les grands outils là d'ailleurs il y a une erreur d'orthographe, désolé, c'est les grands, pas les grandes, les grands outils du marketing digital
qui sont liées à ces étapes-là, bien évidemment. Donc, pour capter l'attention, je vais avoir, bien évidemment, et ça c'est un peu le plus connu, c'est l'option de lancer des campagnes emailing. Ça, c'est un outil assez connu des différentes personnes qui essayent de capter, des clients. Donc, je vais pouvoir créer des campagnes email. Si ça ne vous parle pas, ensuite, vous pouvez poser la question et on peut expliquer exactement de quoi il s'agit vraiment. Je vais avoir aussi la possibilité de payer à des tierces qui vont me permettre de faire de la publicité dans des espaces en ligne. Ça, on appelle ça le display, que c'est l'équivalent de mettre de la pub dans la rue. En fait, vous allez accéder à des sites web. Ces sites web vont avoir des bannières de publicité. Si vous payez, vous pouvez faire partie de ces entreprises qui font de la publicité dans ces bannières. Bien évidemment, quand vous cliquez dans une de ces bannières, vous allez être redirigé vers le site internet de l'entreprise qui a payé pour cette publicité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ça les campagnes display. Ensuite, vous allez avoir un autre outil pour générer de l'attention qui va être travailler l'indexation de votre produit, de votre service dans les moteurs de recherche. Et ça, c'est un mot qui peut-être vous connaissez déjà, bien évidemment. Et je pense il y a certainement plein de personnes ici qui connaissent déjà bien de quoi on vous parle. Mais dans le cas où ce ne sera pas le cas pour tout le monde, on mentionne, et après vous nous direz là où vous avez des doutes, il y a ce qu'on appelle le SEO. SEO, j'ai fait exprès de mettre l'acronyme en anglais pour pouvoir vous l'expliquer après derrière, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu et c'est comme ça probablement dont vous avez entendu parler. Donc le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est optimiser la manière dont votre site web ou votre produit digital est indexé dans les outils de recherche. En gros, c'est faire en sorte que vous soyez le plus haut possible dans la liste de Google. Et pour cela, vous devez travailler le contenu de votre site web parce que Google, lui, il a un robot qui passe par tous les sites Internet et il va faire le fameux choix de Google, l'algorithme de Google qui va permettre de décider, quand vous tapez quelques mots-clés dans la barre de recherche, quel est le site qui apparaît en premier. Pour vous-même, vous allez le savoir, mais ça, c'est un outil extrêmement important du marketing digital parce que les gens ne bougent pas de la page numéro 1 des résultats de Google et en plus, dans la plupart du temps, ils cliquent un des premiers 3 liens qu'ils voient. Donc, si vous n'êtes pas dans les premiers, vous n'existez pas, conceptuellement, vous n'existez pas en ligne, à part si les gens connaissent déjà votre adresse. Donc SEO, et en anglais, ça veut dire Search Engine Optimization. Donc, l'optimisation des moteurs de recherche. Ensuite, il y a le Search Engine Advertisement, que c'est le SEA, qui est la même chose, mais payante. Ce que vous allez faire, vous allez payer Google pour que lui mette en avant votre lien. Il ne le fait pas nécessairement dans la liste des choses qui apparaissent indexées en principal. Donc, vous allez avoir, il y a des zones où Google propose de la publicité de marque. Et pour cela, vous allez payer. Ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que c'est dans le monde du SEA, vous allez payer par mots-clés. C'est-à-dire que vous allez définir un certain nombre de mots-clés, vous, qui correspondent à votre métier, et vous allez payer pour que quand les gens tapent ces mots-clés, vous soyez mis en avant. Et ensuite, il y a un autre grand volet qui est celui des réseaux sociaux. Bien évidemment, les réseaux sociaux peuvent être aussi tournés vers l'acquisition de clients. Et pour cela, vous avez pas mal d'options. Vous connaissez Facebook. Facebook permet des options de création de formulaires, de lead form. En fait, vous pouvez créer votre présence en ligne dans des réseaux sociaux pour générer du trafic entrant vers votre outil digital ou votre site web. Ensuite, dans l'univers des métriques, dans l'univers de l'intérêt, là, vous rentrez dans une autre étape. Imaginons que vous avez déjà attiré le client. Maintenant,
vous allez devoir mesurer probablement, ou en tout cas, c'est des outils qui sont très communs dans l'univers du marketing digital, c'est mesurer si les gens s'intéressent ou pas à mon produit. Et pour cela, il y a quelques éléments de base à connaître. Et ça, c'est les éléments classiques de mesure de site web. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'appliquent à l'ensemble des sites web et produits digitaux. C'est-à-dire que peu importe si vous vendez des t-shirts ou si vous êtes un cabinet d'audit comptable, de toute façon, il y a des gens qui vont voir des pages dans votre site web. Et donc, en fonction de combien de personnes vous réussissez à attirer de votre site web et combien de personnes restent dans votre site web et ils visitent quelle page de votre site web, ils s'intéressent à quels éléments de votre site web et est-ce qu'ils arrivent, par exemple, donc on mesure le nombre de visiteurs ou le trafic entrant dans un site web. Ça, c'est une mesure qui est assez suivie par des gens qui font du marketing digital. C'est très important de savoir combien de visiteurs on a. Ensuite, de savoir si c'est ce qu'on a appelé le ratio de rebond. C'est assez graphique. Combien de gens arrivent à votre site et repartent tout de suite. Ça, c'est quelque chose qu'on mesure pour essayer de l'optimiser inversement. C'est-à-dire qu'on va essayer de réduire au maximum les gens qui arrivent et repartent. Parce qu'on fait tout ça beaucoup sur Internet. On recherche un site, on lit ce qui est écrit pendant 10 secondes et on repart. Et c'est pour ça qu'on va mesurer aussi le temps de session. C'est-à-dire que plus vous optimisez, plus vous allez réussir à garder les gens, à les retenir dans votre univers. Pour cela, vous allez avoir tout un volet du métier du marketing digital qui est avoué à la génération de contenu. Pour que votre site web attire des gens et les intéresse, vous allez produire, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vivre les sites web ou les produits digitaux. On les fait vivre en produisant du contenu. C'est assez classique de voir des sites Internet aussi qui sont un peu figés dans le temps. Ces sites qui sont figés dans le temps et qui n'ont pas un peu une vie, une dynamique où on rajoute du contenu, on écrit des articles, on publie des choses, ce sont des sites qui vont petit à petit perdre en visibilité. Et donc, une des manières de se maintenir, mais c'est aussi, il y a des analogies très faciles avec le vrai marketing réel, c'est vous allez un jour oublier Coca-Cola si pendant 10 ans, ils ne font plus de pub. Ou en tout cas, vous n'allez pas avoir Coca-Cola dans votre tête. Donc, l'idée, c'est un peu la même, c'est générer du contenu, créer des choses pour que votre site web ou votre produit vive un peu. Et pour cela, il y a des outils de base que vous connaissez tous. C'est soit la création de newsletters, que c'est un outil qu'en envoyant notamment un email, mais ça peut être un autre format, vous allez créer du contenu qui vous concerne et qui apporte quelque chose à votre client pour que lui s'intéresse et il vous se rappelle de vous. Et aussi, vous avez la capacité de jouer avec la publication de contenu. C'est-à-dire que vous allez travailler dans votre axe de métier la publication d'un certain nombre de contenus de type article ou de recueil d'articles ou des informations que vous trouvez intéressantes et qui vous les mettez à disposition de vos potentiels clients pour qu'ils s'intéressent à votre projet. Donc ça, dans le métier dans l'univers de l'intérêt, c'est un peu les grands outils de base que vous avez. Ensuite, pour faire en sorte que le client prenne une décision, et ça, c'est probablement des mots que vous avez déjà entendu parler, de la même manière que dans le local de proximité, vous attirez avec la décoration, l'agencement, le temps que vous mettez, le temps ou la décoration de votre local, il y a deux notions hyper importantes dans le digital que sont l'expérience utilisateur, comment l'utilisateur ou la personne qui visite votre produit digital, quelle est l'expérience qu'il ressent de cette visite. Vous avez tous passé par des expériences très bonnes et des expériences très mauvaises dans l'univers du web, où vous avez trouvé probablement très difficile à obtenir une information, très complexe, et où vous n'avez pas nécessairement compris la structure de site web, vous allez chercher une information, vous ne la trouvez pas, vous avez trouvé ça peut-être désuet, peut-être pas clair, peut-être trop rempli d'informations, peut-être. Alors que l'inverse, il y a certainement plein de fois où vous avez
eu des expériences digitales, vous avez dit, ah là, je viens d'acheter un billet d'avion et j'ai mis 2 minutes. C'était assez incroyable. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça se faisait un peu tout seul. Il y avait un enchaînement, une certaine logique. J'étais pris par la main. C'était naturel. Donc ça, on parle de expérience utilisateur. Et en anglais, l'acronyme, c'est UX. Et ensuite, il y a un autre volet qui est plus technique, qui est l'agencement visuel du contenu. C'est où est-ce que je veux mettre le mouton. Et ça c'est une vraie expertise dans le métier du digital. C'est UI, donc User Interface. C'est comment je vais positionner les choses dans mon outil digital, soit la photo à droite, soit le bouton à gauche, de quelle couleur je veux mettre le bouton. C'est des choses qui vous paraissent peut-être des petits détails, mais que dans des sites web qui ont des millions de visiteurs par jour, le changement de la couleur d'un bouton peut générer une perte importante, non négligeable du tout, dans le tunnel de conversion. C'est-à-dire que, imaginez SNCF, c'est le site le plus utilisé de France pour l'achat de billets de train, mais même c'est un des sites les plus visités de France. Il y a des équipes entières qui regardent comment sont positionnés les boutons, de quelle couleur ils sont, parce que si SNCF change la couleur d'un bouton et ça attire moins de monde à cliquer, ils vont perdre des milliers d'euros en chiffre d'affaires. Et c'est vraiment à ce niveau-là. Parce que le bouton, les gens ne voient pas le bouton, ils le perdent, et ça se mesure vraiment les étapes de la conversion. Donc, c'est hyper important. Si vous faites un petit peu de marketing digital, vous allez être confronté à ces éléments-là. Et là, je vais descendre un peu à 2 choses qui me paraissent très intéressantes parce que c'est des choses qui sont vraiment applicables dans la vraie vie du métier digital simple. C'est le call to action et la landing page. À nouveau, je fais exprès de le dire en anglais. Qu'est-ce que c'est une landing page? Une landing page, c'est le mot qu'on utilise de manière régulière. En gros, c'est une page de votre site web qui a un but unique et qui est contextualisé pour un objectif particulier. Ça, c'est hyper important et ça se marie très, 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 très bien avec la campagne d'email. C'est-à-dire que vous allez envoyer une campagne d'email et vous allez essayer qu'en lisant l'email, le client potentiel clique sur le lien que vous lui avez mis en avant dans votre email. Et là, il va arriver dans une page contextualisée, notamment dans la campagne web ou la campagne que vous voulez mettre en avant. Ce n'est pas la même chose de dire on fait des super promos de Noël et envoyer la personne à l'accueil de votre site web où lui doit se débrouiller pour aller trouver les pièces qui sont en promo pour Noël, plutôt que de le faire arriver à une page où il y a déjà un filtre prédéfini sur tous les articles qui sont en promotion sur Noël avec une tête de Père Noël derrière avec un bonnet rouge, tout vraiment orienté et un peu le garder dans un contexte pour essayer de faire aller le plus vite à la conversion. Donc là, il a moins d'étapes à faire. Il va arriver dans une page d'atterrissage qui est prévue que à ça. La même chose pour la vente d'un service. Ce n'est pas la même chose de dire découvrez tous nos services que de faire une campagne spécifique sur un produit ou un service que vous vendez et faire atterrir les gens sur une page qui décrit les 2 arguments importants et il y a un gros bouton rouge, bleu, vert en fonction de la situation qui va vous permettre de faire tendre le client vers ça. Je suis désolé, je parle beaucoup avec les mains, c'est un peu et ça, c'est hyper important. Et le call to action, c'est quelque chose qu'on appelle beaucoup. Qu'est-ce que c'est un call to action? C'est l'appel à l'action. L'appel à l'action, en gros, c'est des boutons. C'est des boutons qui sont faits et positionnés de telle manière où ils sont clairement mis là pour qu'on clique. Ça, c'est un outil hyper puissant. C'est-à-dire que si dans une page de contenu, on met du texte, une photo et un gros bouton, les gens ont tendance d'aller là. Et on essaye de faire ça dans une logique de conversion. C'est-à-dire que, typiquement, vous allez proposer à vos clients, en envoyant un email, le lancement d'un nouveau service. Quand ils arrivent, ils atterrissent dans une page dédiée de ce service et peut-être que vous ne vendez pas un produit directement dans votre site, mais vous avez besoin de générer du contact. Donc, vous allez mettre directement dans cette page web un formulaire
où vous allez dire, par exemple, si vous voulez rentrer en contact avec nous, laissez votre nom, votre prénom et votre email, appuyez sur envoyer et on vous recontactera. Plus vous mettez des éléments à compléter, plus vous remplissez ces formulaires, plus vous ajoutez du contenu et vous demandez des choses au client, plus votre pente de conversion va être raide. Ça, c'est un élément hyper important à avoir en règle générale dans le marketing digital. C'est plus c'est dur, plus votre perte en ligne est grande. Et donc, un des leviers hyper importants du marketing digital, c'est la simplification des étapes, des informations, des éléments qu'on demande aux clients, parce qu'on devient chaque fois plus Sollicité. oui, exactement, sollicité, parce qu'on a des temps d'attention qui se réduisent, parce qu'aussi on est très habitué au confort, et parce que si votre concurrent fait mieux, on s'habitue à ce niveau, à ce standard-là. Donc, typiquement, par exemple, un élément peut-être à avoir en tête, c'est si vous mettez des formulaires en ligne, ne demandez pas 50 informations qui ne vous servent à rien. Parce que les gens ne vont pas les remplir et donc, du coup, ils ne vont pas ne pas les remplir, ils vont juste partir. Ça, c'est un exemple comme d'autres. Et ensuite, vous allez avoir un peu qu'est-ce qui se passe après, une fois que le client a pris la décision. Soit vous avez un site ou un service où votre entreprise fonctionne autour de… vous pouvez avoir du transactionnel en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez vendre votre produit ou votre service en ligne directement. Et là, vous allez faire rentrer les clients dans une logique de tunnel, d'étapes très classique. Vous avez acheté tous un billet de train sur Internet ou un billet d'avion sur Internet ou louer une maison sur Internet. Vous avez 3 étapes, 2 étapes, 4 étapes. Plus il y a d'étapes, plus vous râlez et plus vous allez avoir du mal à arriver jusqu'au bout. En revanche, quand ces étapes sont bien ficelées, ils sont bien optimisés et bien simplifiés, vous allez augmenter vos chances de faire arriver jusqu'au bout les clients. Donc, il y a toute une notion d'optimisation de tunnel commercial et d'étapes transactionnelles dans le métier du marketing digital. Et ensuite, il y a des entreprises. On vient de faire une mission il n'y a pas si longtemps que ça sur la vente de voitures. Sur la vente de voitures, avoir un tunnel d'achat en ligne pure, c'est très compliqué parce que vous êtes en train d'acheter quelque chose d'assez important. Et donc, dans le métier d'automobile, c'est un grand classique. On essaye plutôt de générer ce qu'on appelle des leads. C'est des prospects. Et pour cela, on ne s'intéresse pas trop à essayer de leur vendre une voiture purement en ligne, mais on veut qu'ils génèrent un contact. Comme ça, on a un téléphone et on peut les appeler derrière. Ça, c'est aussi une action. C'est-à-dire qu'un client qui accepte de laisser un email ou un téléphone, c'est aussi une conversion. Et derrière, vous allez avoir des nouveaux prospects à traiter, à lancer, à relancer. Donc, là, probablement, j'ai parlé longtemps. Oui. Thomas, je te propose je vais prendre la main et agiliser un petit peu parce qu'il reste 45 minutes d'une autre intervention. Ouais, mais bon, c'était super intéressant. mais c'est vrai qu'on est nous, on est très motivés et très passionnés par notre métier. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais balayer maintenant une série d'outils, toolbox, boîte à outils, qui ne sera pas plus compliqué que la description de ce que fait, dans quelle catégorie on les met, vous donner quelques noms. Bien sûr, je comprends que vous recevrez cette présentation avec tout son contenu, donc vous serez libre d'explorer les différents outils et bien sûr de revenir vers l'association ou vers nous si vous avez besoin de plus d'informations. Mais ici, ce qu'a fait Thomas quand même, il a pris le temps parce que vous verrez le jour de demain, si vous consultez des experts dans le digital, peut-être qu'ils parleront avec d'autres mots et d'autres types de méthodologies, que je vais vous en présenter une. Mais vous verrez à la fin, tout doit être relié, tout doit être visionné un peu comme cet entonnoir. Certes, l'entonnoir, après, il est un peu plus long, il y a un peu plus d'étapes, ou il est un peu plus, il a des flèches qui rentrent, mais la logique de conversion à chaque étape
et qu'il n'y a pas une logique totale, c'est-à-dire qu'on ne commence pas avec une campagne d'attention pour finir directement dans l'achat. Comprendre que c'est des couches et des couches qui s'optimisent et que chaque couche a des leviers de compréhension d'un métier. C'est des métiers différents. Hein. C'est pas parce qu'on fait du marketing digital qu'on sait tout faire. C'est comme si je vous disais, c'est ingénieur, faites une voiture quoi, avec l'industrie, avec la soude. Enfin, c'est des différents métiers. Et donc, on va rentrer un peu dans les détails. Mais ce qui est important à savoir, le palier qui est quand même en bas et qui est aussi assez intéressant, c'est celui des CRM, Customer Relationship Management, ou la relation avec le client, et les analytics, qui sont les sources de données qui nous permettent justement d'optimiser, de voir où notre entonnoir de conversion perd beaucoup, parce que si vous voyez, ici, c'est une image un peu théorique où l'angle se maintient et on arrive très certainement à un point là magique, mais de la vraie vie, c'est beaucoup moins clair. Et c'est justement, quand on essaie de tisser cet entonnoir de conversion, il faut rentrer dans les détails et c'est grâce aux analytics qu'on y arrive. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous le montrer ici? On ne va pas re-expliquer l'entonnoir, mais c'est un des exemples quand on vous dit qu'il y a plusieurs méthodologies, plusieurs manières de voir. Ici, encore une fois, c'est ce qu'on appelle la méthodologie AR, ça existe vraiment. Vous verrez, c'est une des plus répandues de sa simplicité parce que, de plus, elle est assez semblable à l'entonnoir théorique et générique qu'on vous a présenté. Donc, pourquoi les pirates? C'est parce que, voilà, c'est rare comme un pirate, mais la logique est exactement la même. Hein. Vous voyez une grande surface d'acquisition. Plus on tisse large, mieux on commence notre acquisition. Puis, comme disait Thomas, l'activation avec des call to action. Une campagne marketing, par exemple, une activation, ça serait solliciter le mail pour le newsletter, comme on a évoqué, puis un envoi d'emailing qui permet justement de faire appel à notre marque, à notre promotion de fin d'année, à notre produit phare, justement pour le faire revenir. Et l'expérience utilisateur, comme a dit aussi Thomas, qui permet que l'expérience soit dynamique, fluide, simple, en gros, qu'il soit percutante et pertinente, et que c'est en général ça qu'on recommande. Hein, c'est toujours ça. Tu as vu ce site, tu as vu ce système, ça marche très bien. C'est fini en 2 clics et ils vous envoient ça à votre maison. Ils ne vous posent pas trop de questions, ils savent. C'est ça la recommandation. Dans une logique, bien sûr, on est ici pour faire du profit. Dans une logique de revenu. Alors aussi, le revenu, il faut le décanter en différentes manières parce qu'il y a le premier achat, il y a la récurrence, il y a justement il y a le prix moyen, il y a le prix d'entrée, il y a le upsell, tout ce que vous connaissez déjà des méthodes, enfin, du commerce et du marketing traditionnel, ici se maintient et il faut connaître justement qu'il y a une version du digital qui représente les méthodes plus classiques. Quelle est l'ambition de cette slide? C'est que vous sachiez qu'il y a plusieurs méthodes, mais à la fin, c'est toujours le même entonnoir avec plus ou moins de couches, avec plus ou moins de détails, mais ça reste quelque chose qui ne doit pas vous égarer. Et si maintenant que vous avez eu ces quelques minutes de présentation, à la fin, vous discutez avec quelqu'un qui est un digital marketeur, un marketeur digital, et vous vous sentez perdu, c'est qu'il ne fait pas très bien son job, parce que ça ne devrait être pas plus compliqué qu'un entonnoir et certainement des déperditions à chaque étape, tout comme n'importe quel process industriel. Je suis ingénieur industriel, mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, maintenant, nous allons passer à la liste des outils qui sont les basiques et les confirmés. Est-ce que jusqu'à présent, Lucas, Ouais. je suis désolé et je pense que c'est totalement ma faute, mais vu qu'on a largement dépassé, est-ce qu'on ne peut pas dire que les outils, on les laisse de côté parce qu'en fait, on a fait une liste d'outils. Vous allez avoir la présentation ensuite après. On a des noms d'outils ou des noms de solutions surtout que vous permettent d'agir sur chacun de ces éléments-là. Soit un outil qui va vous permettre d'envoyer des campagnes. Donc la question c'est, est-ce qu'on est suffisamment tard pour devoir couper maintenant
et on passe aux questions. Et après, vous allez avoir la liste des outils qui peuvent vous orienter dans vos besoins, si vous en avez dans le cadre de votre entreprise. Et comme ça, on laisse la porte ouverte à une ou deux questions et on passe à la suite. Ou là, je vous laisse Claude et Frédéric. Je suis désolé, Lucas, de te couper. Nous dire. Oui, écoutez, c'est une proposition qui me plaît assez. Déjà, ce qui a été présenté nous permet d'identifier les enjeux et comment ils s'expriment. Et déjà, on a déjà une première approche qui nous plaît. Bon, ben, le temps est limité. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là et qu'on passe aux questions de la salle. Et si à l'occasion des questions de la salle, il y a un outil que vous pouvez présenter, n'hésitez pas à le faire. Très bien, très bon, Claude, c'est compris. Donc, est-ce que, si vous voulez, que je propose, c'est pour faire jaillir les questions, c'est raconter un petit cas d'usage. Donc, attends, Thomas. Lucas, on a des questions déjà. Peut-être qu'on peut. Ah, ouais, moi, je ne les vois pas. Ouais, je ne les vois pas parce que je ne suis pas sur Zoom là. OK. Oui, les slides sont partagés après. Oui, n'oublie pas sur la communication. Ça, OK. On entend bien. OK. SEO, SIA. OK. Quelqu'un a posé la question sur quelle est la différence entre SEO et SIA. On lui a répondu directement, la réponse est correcte. Le SEO est en effet gratuit et il s'agit d'optimiser l'indexation qui font les moteurs de recherche de votre site en essayant de déterminer. Alors, attends, Thomas, je me permets parce que gratuit, je ne veux pas dire faux, mais c'est incorrect. Dans le sens où, certainement, ça demande beaucoup de travail. Ça demande un travail de longue haleine en général, à une vision à moyen, voire long terme, qui, certainement, si vous le faites vous-même et vous devenez expert, vous pourrez le faire et vous débourserez 0 € à Google. Mais la vraie vérité et la pratique fait qu'en général, pour être en mesure d'être performant dans le SEO, vous devez avoir des logiques de contenu adaptées avec une étude des mots-clés qui correspondent à votre business, avec encore une fois un site web qui soit responsive, par exemple. Et pour ça, bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, en gros, la plus grande différence, c'est organique versus payant. Et c'est ça, c'est pas tellement gratuit, c'est organique. Organique, ça veut dire qu'avec le travail qu'on va faire, avec la vision à moyen et long terme, on mettra en disposition du contenu et une logique qui permettra aux internautes de mieux nous retrouver. Mais c'est faux de dire que c'est gratuit ou que c'est plus simple. C'est plus une question de temporalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me lance, je ne peux pas voir à 3 ans, je n'en sais rien ce qui va se passer l'année prochaine ou d'ici 6 mois. Et donc, une manière de recevoir du trafic, c'est de le payer. Donc, le SIA Advertising. Et c'est là que, à Google, on fait une auction, une enchère sur certains mots-clés, quand il nous paraît pertinent. On est en concurrence avec d'autres acteurs. Et si bon, il y a une équation un peu difficile à craquer, mais en gros, si on paye plus et notre contenu est cohérent, on sera mis en avant. La version organique de ça, et vous le verrez quand vous faites des recherches, si vous avez un peu l'œil, vous verrez qu'en général, en haut, c'est le payant, bien sûr, et plus en bas, il y a une section qui est plus organique. Et celle-ci, c'est celle que Google, dans la tripartie entre annonceurs, Google et visiteurs, et cette tripartie où tout le monde doit se retrouver, Google, ils doivent manger, malheureusement. L'annonceur qui doit générer du trafic et le trafic qui navigue sur Google. Dans cette logique tripartie, tout le monde doit retrouver son compte. Et c'est là que la partie organique aussi prend le relais dans la cohérence et la pertinence et la temporalité du résultat. Voilà, j'espère avoir été plus clair, mais c'est ça, c'est plutôt organique versus payant. Et comme tout dans la vie, si on achète l'arbre, on l'a tout de suite. Si on veut le faire pousser, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, je lis la question d'Emmanuel. Dans le cas d'une PME sans compétences internes, s'il est difficile de devenir expert soi-même, comment bien choisir son aide externe? Malheureusement, il n'y a pas de recette magique. C'est chaque fois plus dur le SEO parce que, comme dit Lucas, le fait que ce soit gratuit d'un point de vue du moteur de recherche n'empêche pas qu'il y ait des entreprises qui dépensent énormément d'argent pour optimiser
leur SEO. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser? C'est faire en sorte que le moteur de recherche considère que votre site web est le plus adapté à une combinaison de mots ou de mots-clés et qu'il le mette en avant. Et pour cela, il s'agit d'optimiser énormément de paramètres et de variables. Donc, c'est difficile à répondre à la question parce que en tant que PME, si c'est le cas d'Emmanuel, peut-être que ce n'est pas tout le cas d'Emmanuel, mais en tant que PME, c'est difficile de survivre dans le monde du SEO. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus… c'est un peu jouer dans une cour dangereuse parce que vous allez peut-être dépenser beaucoup d'argent, peut-être travailler beaucoup pour un résultat qui est négligeable. Donc, je pense que si vous avez un métier où vous vendez sur Internet et vous avez de la transaction sur Internet, peut-être que là, oui, ça fait partie presque de votre cœur de métier de faire du SEO et de manière professionnelle, on va dire. Si votre métier est complètement à côté et vous avez besoin d'avoir une présence en ligne, je pense qu'il faut aller vraiment avec le temps que vous avez en plus pour avouer à ça, faire un peu le mieux que vous pouvez pour faire de la bonne, approcher un peu votre contenu avec les mots-clés principaux, mais il faut pas non plus prendre le résultat de la recherche organique comme le levier primaire de génération de prospects, parce que c'est un univers hyper concurrentiel. Donc là, vous allez tomber soit sur du payant, soit sur du classique, comme par exemple, pour être très honnête, le concept ne fait pas du vrai SEO professionnel, parce qu'on n'a aucune chance de réussir dans un univers où si on tape conseil digital, il y a 10 millions de résultats avant nous. Ça ne nous empêche pas de faire du business. Mais on le fait de manière un peu plus classique, c'est-à-dire c'est par le bouche à oreille, nos projets. Les présentations aux entrepreneurs XMP. En tant que gardien du temps, ne m'en veuillez pas, mais je crois qu'on va être amené à arrêter la présentation relative au web marketing. On a déjà bien compris beaucoup de choses et ça nous donne envie de regarder un peu plus loin. Mais je crois que pour ce soir, il faut qu'on s'arrête là. Je me permets juste, pour compléter la question d'Emmanuel, comment bien se faire conseiller à la fin, si je suis honnête avec vous, et l'ambition de cette présentation, un peu long, mais très basée sur les premiers principes, c'est si votre conseiller ne vous donne pas les outils pour que vous puissiez comprendre, fuyez. Il faut comprendre ce qu'on fait parce qu'à la fin, cette personne est là pour vous donner des outils, mais aussi pour vous conseiller. Et si après une discussion d'1 heure ou 1h30 ou 2 heures avec lui ou cette personne, vous n'y comprenez rien à ce qu'il dit, cherchez ailleurs parce que c'est une relation de confiance aussi. Ok, merci du conseil. Donc, je vais être amené à passer la parole maintenant à Frédéric Texier et je vais vous demander d'enlever votre partage d'écran. Oui. Et je vais le remplacer par un autre partage d'écran. Alors, comment je fais? Arrêtez le partage. Là, vous voyez, arrêter le partage, c'est un call to action. Mettre le partage, arrêter le partage, voilà. Et maintenant, je vais mettre le partage d'écran pour la présentation de Frédéric Texier qui me téléguidera quand il voudra que je change de slide. Très bien, merci. J'indiquerai le slide suivant pour changer. Bonjour, j'ai la parole, je crois. Oui. Oui, alors bonjour à tout le monde. Voilà, donc moi je suis sur un autre secteur des prestations aux PME que sont, alors pour ma part, un DAF à temps partagé pour les PME, TPE, start-up qui n'ont pas la taille nécessaire ou qui n'ont pas l'ambition d'embaucher tout de suite quelqu'un à temps plein. Donc pour ma part, un DAF, mais je ferai une petite digression sur un DRH parce que c'est pas très loin, ce sont des fonctions support. Et après, il y a peut-être d'autres fonctions qui peuvent être envisagées. On va passer au slide suivant juste rapidement
pour moi aussi, parce que je l'ai sur mon écran ici. Pour le menu, donc ça va être simplement le menu de la petite demi-heure qu'on va passer ensemble. Donc mon parcours professionnel rapidement, les principes du temps partagé en tant que service aux PME, TPE, avantages et inconvénients, il y en a quelques-uns. Je ferai un développement, alors un peu long pour certains, mais j'essaie d'être rapide sur toutes les tâches que peuvent apporter un DAF à temps partagé. Je ferai un développement un peu plus rapide sur les tâches du DRH, des conclusions et des questions-réponses si on a encore un peu le temps. Voilà. Alors, le slide suivant, donc le numéro 3, Frédéric Texier, DAF PME pour faire court. J'ai fait Neoma, donc pas une école d'ingénieur, mais une école de commerce, parce qu'il en faut aussi un petit peu pour faire du business, 87. J'ai été contrôleur de gestion et DAF dans plusieurs structures, dans la presse, les logiciels, enfin, la liste est là, les cabinets de recrutement, donc j'ai dans différents secteurs autour des services, principalement des services B2B, et je suis indépendant depuis 2012 avec ma SARL, alors qui ne s'appelle pas Neoma comme l'était indiqué dans le… Neoma, c'est mon école, et qui s'appelle Supernap, et Supernap Conseil, donc voilà, ma structure dont je dirai un mot à la fin. Le slide suivant, donc, permet, voilà, on rentre un peu dans le cœur du sujet, on est sur la description du temps partagé, donc destiné aux TPE, PME et start-up. Pourquoi? Parce qu'au-delà, la taille est suffisante pour embaucher quelqu'un, voire deux. Donc c'est vraiment pour des structures entre, je travaillais sur des structures avec 3 personnes jusqu'à plus de 50, et des start-up parce que l'environnement est évidemment un petit peu pas forcément très, très clair. Donc, on a cette solution-là qui est de prendre un DAF ou un DRH, etc., à temps partagé justement parce qu'il a pas mal d'avantages. On verra un petit peu plus tard. Je privilégie le mode récurrent, c'est-à-dire qu'on est on n'est pas en one-shot ou sur des missions ponctuelles, on est surtout, pas que, mais sur des contrats. Là, j'ai 3 clients avec qui je suis depuis 3 à 5 ans. D'autres qui sont venus entre-temps, mais qui sont repartis. Mais voilà, c'est peut-être accompagner les clients le plus possible. Ne pas faire du temps complet, parce que ce n'est pas non plus le but du jeu, mais c'est de répartir les risques. Et donc, une demi à 3 jours par semaine, 3 jours par semaine, c'est le maximum, ou par mois, quand il y a un besoin ponctuel. J'ai fait à un moment donné un point, un reporting sur une fois par mois, une journée par mois pour un client dans la formation. Facturation via sa propre structure, on est indépendant, donc on a créé sa propre structure, pour ma part une SARL. Je facture, et en l'occurrence, comme je suis DAF, je m'occupe aussi de la gestion et de la compta de ma propre structure, donc ça me permet aussi de m'occuper, d'avoir mon propre exemple à présenter aux clients. Et évidemment, c'est un contrat de prestation entre deux personnes qui peut se négocier. J'ai des contrats un peu standards et on ajuste les critères. Et enfin, on a précisé le mot confiance précédemment. Ça fonctionne. Alors le CFC, c'est pas qu'un gaz interdit. C'est aussi la confiance, parce qu'il faut la confiance du dirigeant, il faut la flexibilité pour s'adapter aux besoins, augmenter ou parfois réduire ses prestations quand le travail est fait. On peut continuer à accompagner avec un temps un petit peu moins important. Et puis, on est dans un domaine de confidentialité. Ce sont des données qui sont confidentielles pour l'entreprise et on reste quelqu'un d'extérieur. Donc, il faut garder cette notion de confidentialité et ne pas évoquer des sujets confidentiels extérieurs. J'arrive au bout de la slide, donc on passe à la slide suivante. On est sur les avantages. Alors, les avantages, flexibilité. Je travaille un jour par semaine pour un client, mais je peux aussi, le besoin s'en fait sentir, et si j'en ai la disponibilité, travailler 2 jours par semaine, voire 3 jours si vraiment il y a un coup de bourre, ou éventuellement dans l'autre sens, peut-être baisser un petit peu. Encore une fois, c'est une relation de confiance avec un dirigeant. Le coût est moindre qu'un équivalent temps plein ETP, parce qu'effectivement, si je viens 2 jours, même si je facture peut-être plus cher à la journée, on le verra à la fin, c'est quand même moins cher qu'un temps plein. Je suis indépendant par rapport à la société et donc je peux dire des choses que je ne pourrais pas complètement dire en interne. La possibilité du travail à distance, c'est de plus en plus, évidemment, c'est de plus en plus développé, mais ça fait 2, 3, 4 ans que je travaille avec mes clients déjà en télétravail. Pas tous, pas tout le temps, mais c'est déjà quelque chose qui est déjà en place depuis un certain temps. Je ne prends la place de personne parce que ce n'est pas une personne qui était là
et qui disparaît parce qu'on coûte moins cher, mais c'est parce que le besoin, on s'adapte aux besoins de l'entreprise. Le besoin, il n'est pas d'avoir une personne à temps plein pour faire des choses, des actions financières, mais du temps partagé, du temps partiel. Et il suppose, et dernier point, il suppose une organisation bien définie, savoir qui fait quoi et quand, ce qui permet, quand on arrive chez un client, de repérer parfois des doublons, parfois des trous dans la raquette et de dire, bah tiens, ça, personne ne le faisait, c'est bien dommage. La contrepartie des avantages, ce sont évidemment les inconvénients. Les inconvénients, il y en a un peu moins, sachant que l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas tout le temps là, mais c'est programmé. On sait qu'on est là peut-être tel jour et pas tel autre jour. L'inconvénient, c'est aussi qu'on reste un prestataire extérieur, donc on n'est pas forcément dans une logique de culture d'entreprise, encore que, on peut y arriver. Et l'intégration peut être compliquée parce qu'effectivement, on n'est pas toujours là, on n'est pas au même stade que les différents salariés. Et puis qu'il faut, la contrainte aussi, une petite inconvénient, c'est qu'il faut choisir sa structure, donc gérer sa structure, sa SAS, sa SARL, son statut d'auto-entrepreneur. Voilà, c'est aussi un léger inconvénient, on n'est plus salarié. Alors là, on va rentrer dans un petit, alors un peu un tunnel, mais une explication. Je regarde l'heure ici, c'est pour ça que je change de sujet. 19h11, c'est très bien. Je rentre dans la description. Alors, ça va prendre 10 minutes, mais ça décrit un petit peu ce que fait qu'un DAF à temps partagé. Dans l'explication, j'ai directeur DAF, contrôleur de gestion à temps partagé pour PME, TPE, start-up. Ça rend tout un ensemble de prestations qui concernent l'administration et la finance. Alors, le suivant me permet de dire pourquoi faire. Voilà. Donc, pourquoi faire un DAF à temps partagé, pourquoi faire? C'est donc une prestation à temps partiel et modulable pour effectuer des tâches non couvertes par l'expert comptable. Donc là, je précise qu'effectivement, je ne suis pas expert comptable, que l'expert comptable a son domaine régulé, officiel, et sur lequel moi, je n'interviens pas. On discute beaucoup, mais c'est tout ce qui... Jusqu'à ce que l'expert comptable ait fini son travail, moi, je reprends ou je travaille avec lui pour que toute la partie financière, trésorerie, on le verra un peu plus tard, administrative, soit bien organisée. Optimiser les ressources disponibles, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément énormément de ressources pour faire les tâches requises, donc il faut trouver des façons ou une organisation pour optimiser ces ressources financières et ressources humaines. Ou faire face à un dossier urgent, donc un business plan, un budget, une clôture, un projet particulier, et améliorer l'organisation de façon générale. Le suivant, c'est, j'y arrive aussi de mon côté, voilà, nos clients, quand on le redit, mais TPE, PME, start-up, les dirigeants, des directeurs financiers avec qui on peut travailler. J'ai pu travailler avec des directeurs financiers pour des plus grosses boîtes. Et les enjeux, c'est vraiment professionnaliser et flexibiliser la fonction gestion-finance, sachant qu'elle n'était pas toujours bien maîtrisée en interne. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas les compétences, on peut le faire monter en compétences, ou quelqu'un qui n'a pas le temps de le faire. Un comptable qui n'a pas le temps de prévoir des plans de trésorerie, par exemple. Et enfin, l'enjeu du dirigeant, c'est de se consacrer à son cœur de métier. C'est lui, le dirigeant, c'est lui souvent qui a créé son entreprise. Il est le meilleur commercial pour son produit ou pour son entreprise. Pas forcément le meilleur gestionnaire, le meilleur financier pour gérer sa trésorerie, son contrôle de gestion, ses budgets, son financement et ses relations avec les banques. Ensuite, donc la slide suivante va nous dire que on intervient, enfin, les DAF à temps partagé interviennent dans principalement 3 grands domaines. La partie reporting qui peut se développer, reporting, tableau de bord, se développer sur la partie business plan pour les startups. Je vous dirai un mot là-dessus. Les business plans qu'il faut revoir régulièrement parce qu'ils ne sont jamais complètement à jour et qu'ils évoluent très rapidement. Les budgets annuels. Les prévisionnels de trésorerie, là, j'ai mes clients sur lesquels je suis la trésorerie quasiment au jour le jour et quasiment hebdomadairement, je refais un prévisionnel à 3 mois de façon à anticiper les impacts en fonction d'un business que je connais un petit peu puisque je m'intéresse au business et je suis impliqué dans le business. Suivi de rentabilité, le reporting me permet de dire que parfois il y a des activités qui sont peut-être moins rentables que d'autres et sur lesquelles il faut soit retravailler, soit recadrer la stratégie de l'entreprise. La partie cash, la deuxième partie, gestion du BFR, besoin en fonds de roulement,
Alors, c'est un peu, alors, pas technique, mais bon, c'est juste pour dire que parfois, l'argent des clients arrive après les dépenses des dépenses pour les fournisseurs et pour la paye. Donc, il faut gérer ce décalage. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Là, je liste rapidement. Le processus de facturation, j'ai intervenu dans une entreprise, un cabinet de conseil en communication qui facturait de façon complètement aléatoire et un petit peu bizarroïde, sans process particulier. On a mis ça en place. Et effectivement, ça a bien amélioré la facturation et les rentrées d'argent. Mais qui dit facturation dit recouvrement. Donc là aussi, il y a des petites choses à faire. Alors des petites choses, je ne vais pas passer 3 heures, mais sur le recouvrement des factures. La gestion de trésorerie, j'en ai dit un mot tout à l'heure, effectivement sur l'anticipation et sur les choix de parfois de payer ou ne pas payer, et puis les choix d'aller recouvrer des clients. Et puis souvent sur le financement, donc la partie du haut de bilan, sur les financements un peu plus long terme. Donc ça concerne la partie liquidité. Dernier point, dernier domaine d'intervention, la gouvernance. La gouvernance, c'est, on va appeler ça l'organisation, coordination, le lien avec les experts comptables, les commissaires aux comptes, les banques, les avocats. Et puis en termes de gestion interne, c'est éventuellement déplacer des petites pièces dans l'entreprise pour que ça fonctionne mieux, changer un poste ou faire évoluer les gens, etc., etc. Donc on peut être, pas tout le temps, mais on peut être partie prenante de l'organisation humaine, RH, des personnes. Claude va plus vite que moi, je suis donc sur le suivant. Quelle valeur ajoutée? Alors voilà, donc nous on apporte aussi, si on coûte un petit peu d'argent, mais moins que quelqu'un à temps plein, mais on apporte aussi une valeur ajoutée en termes de rentabilité sur l'exploitation, sur les coûts, sur les contrats qui peuvent parfois dériver, on oublie de revoir un contrat. Voilà, sur la productivité au sens général, ça veut dire est-ce qu'on est sûr d'investir les bons euros aux bons endroits. Voilà, donc c'est un petit peu globalement, on appelle ça la rentabilité, c'est pour faire en sorte d'optimiser l'investissement financier. La partie sécurité, donc on oublie souvent, parfois on pense vraiment au business et on oublie qu'il faut gérer les risques. Alors, il y a des assureurs pour ça, mais il y a aussi des risques qu'on peut très bien améliorer, anticiper, prévoir pour les limiter et pour ne pas tomber. Alors, ça peut être des risques RH, mais ça peut être aussi des risques, encore une fois, par rapport à des contrats ou par rapport à des situations particulières. Et puis apporter une expérience, parce que ceux qui font du temps les personnes qui font du temps partagé, moi en tant que DAF, d'autres en tant que DRH, DSI, etc., ont une expérience et apportent leur approche métier, leurs outils, leurs méthodes, à des entreprises qui n'ont pas forcément l'expérience, ils vont retomber face au même problème que moi j'ai connu il y a 10 ans ou qu'un camarade aura connu dans une expérience précédente. Donc voilà, donc c'est cette expérience-là qu'on peut apporter, des outils, des méthodes, parce qu'on a quand même, la plupart des DAF à temps partagé ou les cadres à temps partagé, j'élargis un peu le spectre, ont travaillé sur des outils et des méthodes précédentes et qui peuvent même apporter pédagogie, donc ça peut apporter cette connaissance et former quelqu'un en interne. Donc c'est aussi une autre façon d'intervenir, non seulement en temps de temps passé et de venir dans l'entreprise, mais aussi pour former quelqu'un. Donc tout ça, les flèches arrivent à l'amélioration des résultats, c'est un peu l'objectif de nos interventions. La slide suivante, 3 modes d'intervention. Là, je vais venir rapidement parce qu'on rentre un peu dans la mécanique. Donc, c'est soit une conseil donc sur une mission ponctuelle, identification des objectifs, une mission et une collaboration sur un domaine particulier. La partie externalisation, c'est ce qu'on privilégie parce qu'on accompagne, on connaît mieux l'entreprise, on s'implique un peu plus, on définit le périmètre et on définit un plan annuel, pluriannuel, puisque quand on est dans la place et que la personne convient, on reste et on continue à faire ce travail-là. Donc un plan quasi récurrent, quasi permanent, mais pas forcément, mais en tout cas récurrent d'intervention. Et puis, ce que je viens de dire sur la partie formation, on identifie un besoin, on dit ça, je peux apprendre à telle ou telle personne à le faire.
et on procède à sa formation, quitte à avoir un suivi par derrière, mais ça peut correspondre à une prestation, donc un peu différente, mais qui correspond à ce mode d'intervention. La slide suivante, j'arrive jamais à savoir si c'est du féminin ou du masculin, voilà. Exemple, alors là, je vais passer un peu plus rapidement parce que vraiment là, sur les reporting, il y a plein d'exemples que je pourrais évoquer. Mise en place, alors, tout bêtement, PME qui n'avaient pas de tableau de reporting, donc mise en place des suivis de reporting. Alors, c'était dans une entreprise de presse, donc avec une partie volume intéressante, sur le nombre d'exemplaires ou le nombre de pages vendues, par exemple, mais aussi une partie valeur, donc les euros. Et puis, le lien entre les euros et les valeurs pour faire en sorte que les ratios étaient intéressants. Et puis, à un autre niveau, la partie prévisionnelle. Donc là aussi, c'est bien, dans le reporting, c'est intéressant de voir ce qui vient de se passer ou ce qui est en train de se passer ce mois-là, mais c'est surtout intéressant de voir où on va et l'atterrissage, en 2 mots, le forecast pour les anglicistes. L'atterrissage et savoir où on va finir l'année, où on va finir l'année budgétaire ou l'année civile. Donc voilà, donc c'est cette partie reporting où j'ai pu mettre en place des indicateurs par le biais de reporting tableau de bord. Voilà, mise à jour de prévision, suivi budgétaire, voilà. Donc tout ça sont des exemples sur lesquels je ne vais pas m'étendre trop. Donc du coup, on va passer au domaine d'intervention suivant, à l'exemple suivant, qui est sur le cash. Donc là aussi, j'en ai parlé un petit peu, donc je ne vais pas revenir dessus énormément. 2 exemples pour financer pour mieux financer, pour réduire son BFR, pour que les clients payent plus vite, on ne peut pas mettre en place du factoring, donc c'est un peu administratif, il faut négocier avec le factor. Donc c'est un moyen de se financer, de financer l'entreprise. Voilà, une fois qu'on a un petit peu de business et que l'activité est lancée. Donc c'est une des manettes sur lesquelles on peut intervenir pour améliorer la gestion du cash. Réduction des délais clients, ça fait partie des actions de recouvrement par exemple, ou même plus haut dans la négociation des contrats, de imposer, si on peut, des délais de paiement de 30 jours ou moins, plutôt que 45 ou 60 jours. Voilà. Donc c'est plein de choses comme ça sur la gestion du cash, mais qui suppose une petite réflexion et des petits outils en amont ou en aval du simple paiement. La slide suivante, puisque on avance, est-ce que je vais… Voilà. Donc voilà, gouvernance, c'est le 3e domaine d'intervention. Je regarde le temps qui passe trop vite, 19h23, c'est parfait. Exemple d'intervention, gouvernance, bon, les exemples sont un peu multiples, mais par exemple, je vais prendre le suivi des contrats fournisseurs. Quand j'interviens chez un client, j'aime bien faire le point de tous les contrats qui existent avec les interlocuteurs, les montants, les échéances, les préavis, tous ces éléments-là qui permettent de ne pas se réveiller un matin en disant « Ah bah zut, le contrat que je voulais dénoncer, il est reparti pour 1 an parce qu'il était en tacite reconduction. » Donc ce suivi des contrats fournisseurs, c'est une sorte de base de données assez rapide, mais qui permet d'avoir vraiment une vue assez complète des sujets ou des contrats qui sont en cours avec les fournisseurs et sur lesquels je peux intervenir, pas tout de suite, mais à échéance, éventuellement même renégocier avant même l'échéance. Voilà, donc ce sont un exemple de gouvernance, de coordination et d'intervention dans ce domaine. Alors oui, aide au choix des outils, c'est les ERP, c'est les outils, ou pas qu'un ERP complet, mais des modules de gestion de notes de frais, des modules de gestion d'absence, des choses comme ça qu'il faut aider à mettre en place, puisque le dirigeant n'a pas toujours les moyens, ni les compétences, ni le temps de le faire. Voilà, donc on est arrivé au bout du… Bon, et à bout, on aurait pu continuer un petit peu, parler des heures et des heures sur l'intérêt des DAF à temps partagé pour les PME, TPE et start-up. Voilà, j'y arrive. Je vais faire une intervention pour la partie DRH, mais alors ce sera plus, j'y arrive ici, voilà. C'est pas moi qui l'ai fait, donc je parle au nom de mon camarade qui s'appelle Frédéric Serre, qui fait partie d'un réseau bras droit des dirigeants et qui développe cette activité
DRH à temps partagé. Effectivement, on retrouve les mêmes constats, c'est-à-dire des dirigeants de TPE, PME qui peuvent être un petit peu seuls et qui n'ont pas forcément toutes les compétences pour gérer, alors, la finance, mais aussi le personnel. Donc, slide suivante. Le concept, attendez, il y a ma batterie qui est très... Allô, où est-ce que je suis? Voilà, oui. Un concept donc assez opérationnel et assez concret part d'un diagnostic et qui propose des plans d'action sur toujours les TPE-PME. Donc les plans d'action, et là c'est rapidement déjà la slide suivante, qui dit les plans d'action peuvent être d'abord sur DRHE, donc c'est la DRH externalisée, sur un audit de l'organisation, une liste d'éléments à mettre en place, validée avec le chef d'entreprise, et le suivi de la mise en place ensuite sur différents sujets RH, que ce soit la gestion des absences ou les formations, par exemple. La slide suivante, voilà, mission courte, partagée. Donc, ce sont des exemples. Là encore, on reste dans le concret et on met des exemples assez concrets de dire de quoi une TPE-PME a besoin en termes de RH, par exemple. Alors, c'est en jaune sur blanc, c'est pas très lisible, je suis désolé. Élection maintenant en CSE. Donc, il y a des procédures, c'est pas très compliqué. Je l'ai fait moi en tant que substitut du DRH. Voilà, et donc il faut faire un appel à candidature, il faut rentrer dans un schéma un schéma formaté sur les besoins, enfin, sur les process à suivre pour mettre en place le CSE, donc qui remplace aujourd'hui les DP et le CE. La dernière slide RH, voilà, mission non packagée, ça correspond un petit peu à un suivi, un accompagnement sur les plannings, les congés, les éléments de paye particuliers, les procédures disciplinaires, il en faut parfois, et la formation des salariés sur le CPF. Le CPF étant j'ai oublié le terme, mais ça va me revenir, formation des personnels, ça y est, j'ai perdu le mot, mais la formation sur le CPF qui a remplacé. Les termes changent tout le temps. Je vais passer donc rapidement. Oui, merci. Voilà. Donc voilà, pour la partie RH que je fais au nom de mes camarades DRH à temps partagé, mais sur lequel les DAF ont parfois la main. Moi, je m'occupe de paye chez certains clients, par exemple, parce qu'il faut suivre un petit peu ça avec le cabinet d'expertise comptable qui est à l'extérieur. Donc, j'en arrive à la slide suivante qui s'appelle « Autre forme de temps partagé ». Alors, les DAF sont un peu en première ligne parce qu'il y a un réel besoin de gestion financière et administrative d'entreprise. Il y a un réel besoin sur les DRH et il y a des réels besoins, puisque j'en vois assez régulièrement, de DSI qui viennent intervenir pour gérer l'informatique d'une PME, parce qu'il n'y a pas toujours besoin de racheter 5 ordinateurs ou un serveur ou de mettre en place un système particulier. Donc les DSI, évidemment l'expert comptable, j'en ai rapidement parlé, on travaille souvent en bonne intelligence, souvent. Et voilà, donc il fait une partie du travail financier, le DAF en fait une autre partie. Ça se passe en général très bien. Le juridique, ça correspond à l'avocat, qui lui aussi correspond à des besoins souvent ponctuels sur des procès, des litiges, des droits de marque, par exemple, des sujets sur les marques, des choses comme ça. Le commercial, ça se développe de plus en plus. Commercial, marketing, ce sont des sujets là aussi qui peuvent être externalisés. C'est moins courant, mais ça le fait très bien. Assistant administratif, parfois je suis intervenu dans une start-up qui faisait venir 2 matinées par semaine un assistant administratif pour gérer toute la paperasserie, les factures à envoyer, les factures reçues, voilà, toute cette partie-là qui parfois était pas forcément besoin de quelqu'un à temps plein, le webmaster évidemment, et selon les secteurs, des pigistes pour la presse, voilà, et des intermittents pour les spectacles, choses comme ça. Donc, selon les secteurs, ce temps partagé a des formes qui peuvent être diverses. Là, quasiment dernière, non pas dernière, oh là là, non, ça coûte combien? Donc, effectivement, ça coûte combien le forfait? Je regarde le temps qui me reste pour voir si je suis. Oula, 19h30. Le forfait à la journée, formation, ça peut être un peu différent. Le petit texte qui est là, c'est pour dire que pourquoi est-ce que ça coûte entre 500 et 900 euros par jour
selon la seniorité, parfois plus, ça peut être plus si c'est un besoin urgent, quelqu'un de très senior sur un domaine très pointu. Mais quand on compare avec un cadre entre 60 et 100, et voilà, ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être moins, donc il coûte un certain montant par jour, mais sur un temps souvent plein. Donc effectivement, le 2 jours par semaine, par exemple, à 700 euros par jour, revient à un coût qui finalement est moins cher, avec tous les avantages de la disponibilité et de la flexibilité et d'une prestation souvent, la plupart du temps, de compétences acquises et une expérience importante. Le dernier là, quasiment dernier slide, les conclusions. Le DAF à temps partagé ou le cadre à temps partagé, c'est le résultat d'une concordance entre un besoin spécifique d'une PME-TPE et des compétences professionnelles qui ont été validées au cours des années chez d'autres prestataire. Ça permet aussi aux créateurs du business de réallouer son temps et se consacrer au vrai développement du produit ou des services. Ça permet aussi de flexibiliser, c'est important, les charges fixes. Embaucher un cadre, c'est quasiment tout le temps du temps plein et c'est pour une année avec des charges. C'est plus facile d'avoir un temps partiel, un temps partagé qui peut être variabilisé. Et puis pour les startups, c'est souvent une aide précieuse pour crédibiliser le business model sans le plomber complètement. Je suis intervenu dans une startup qui avait embauché un DAF, mais qui faisait revoir des business plans tous les 15 jours et vérifier que payer les factures qu'on lui demandait de payer. Donc c'était effectivement là, l'apport, il peut être intéressant pour un temps limité et pour des sujets assez pointus, assez précis. Voilà. Enfin, la dernière, on va y arriver, ça parle de moi, donc Frédéric Texier, ma société s'appelle Supernap Conseil, un téléphone, et pour trouver d'autres prestataires comme ça, il y a des groupes de DAF à temps partagé qui sont à la DFCG, Direction financière Direction financière et contrôle de gestion. Il y a des groupements d'employeurs et il y a aussi une autre formule qui s'appelle le management de transition, mais j'ai plus le temps d'en parler et ça sort un petit peu du domaine d'intervention. Voilà, donc j'espère avoir fait assez court. J'ai vu des questions apparaître, mais je suis un peu… Voilà, vous allez peut-être me dire quelles sont ces questions, comme ça je vais pouvoir y répondre directement. En termes d'outils, ils sont partagés aussi et amenés avec le DAF? Alors, ça dépend. J'ai travaillé à une époque avec des outils qui s'appelaient Report One pour, de façon, là encore, externe, mettre en place des reportings pour le client. Mais là, j'ai arrêté. Là, les clients actuels, j'utilise leurs données comptables ou leur serveur interne pour utiliser l'information pour justement la retraiter. Donc, je n'ai pas d'outil particulier aujourd'hui, si ce n'est les connexions à distance et voilà. À quel moment, dans une start-up, y a-t-il intérêt pour un dirigeant qui n'a pas d'expérience financière particulière à faire appel à un DAF partagé? Alors, je vais être très clair, ce n'est pas tout de suite, mais pas trop tard non plus. Tout de suite, il y a l'expert comptable qui aide, effectivement, mais il aide que sur il aide, pas que, mais sur la partie obligatoire, la partie mise en place de la comptabilité. Mais pour tout ce qui est… Alors, pas dire de méchanceté sur les experts comptables parce qu'ils sont très gentils et on peut très bien travailler ensemble. Mais la partie projection, la partie anticipation, la partie prévisionnelle, il faut souvent connaître un peu plus le business et discuter avec les dirigeants pour pouvoir se projeter et anticiper ce qui peut l'être. Et donc, c'est souvent dans une deuxième phase. Parfois même, ça m'est arrivé, les fonds d'investissement demandent à ce que les startups soient accompagnés d'un DAF à temps partagé ou même, parfois même d'embaucher quelqu'un, parfois un contrôleur de gestion junior, mais c'est pas la même chose. Donc voilà, donc ça vient plutôt dans une deuxième étape, pas tout de suite. Voilà, ça vient parfois naturellement parce qu'ils sentent le besoin d'avoir cet accompagnement qui aide à fixer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas non plus faire trop. Ok.
Bon, écoutez, je crois que là, il n'y a plus d'autres questions. Alors, le temps est imparti est arrivé à son terme. Il est temps maintenant de remercier nos intervenants sur tout ce qu'ils nous ont apporté et sur l'ouverture vers des univers qu'on ne connaissait pas trop. Et on va vous remercier et souhaiter que pour vous, bonne chance dans votre métier. Merci infiniment. Merci, merci à vous. Je passe la parole à Frédéric Rupli pour qu'il nous dise quand est-ce que est la prochaine réunion de présentation dans l'avenir. Merci Claude, et à mon tour, je dis un grand merci à nos 3 intervenants qui nous ont éclairés sur des thématiques passionnantes, tant celle du web marketing que tous les intervenants à temps partagé. Merci aussi à nos 52 auditeurs qui nous ont rejoints, même si l'effectif a un peu décru en fin de réunion, mais c'est toujours le cas. Merci à Claude pour son casting et pour cette animation. Notre prochaine soirée, ce sera le 10 mai. Ce sera une soirée organisée par le Club des repreneurs et elle sera consacrée au thème de la valorisation des entreprises à travers le Covid. Et au cours de cette soirée, nous aborderons le thème de la valorisation de l'entreprise avec le prisme du repreneur, le prisme de son conseil, le prisme du banquier, le prisme du conseil du cédant et le prisme de l'expert qui essaiera d'objectiver un petit peu tout ça avec des méthodes. Voilà, merci à tous, bonne soirée et au 10 mai, au plus tard. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.